Merci beaucoup, professeur Ngouan. Alors, je me présente, je suis le docteur Richard Kononkan Chatigran, chargé de recherche, médecin spécialiste oral, chargé de recherche au CHU de Cocody en Orel. Donc, je tiens à mon tour à remercier les laboratoires Pierre Fabre pour ces formations qu'ils entreprennent à chaque fois sur la majorité des pathologies orales et surtout ce qu'ils font pour la formation des généralistes et des infirmiers. Donc aujourd'hui, nous allons parler de la prise en charge de la rhinite allergique. Comme le professeur Jean-Michel vient de dire, c'est une pathologie qui est très fréquente, qui est véritablement la troisième pathologie chronique chez l'enfant retrouvée. OK. Donc, il s'agit d'une maladie chronique des voies respiratoires supérieures qui va intéresser surtout les fosses nasales et les cavités aériennes qui sont annexées à ces fosses nasales-là, qui sont appelées les sinus paranasaux. Il s'agit des sinus maxillaires, du labyrinthe ethmoïdal, des sinus frontaux. Mais cette pathologie peut par contiguïté intéresser les cavités voisines, notamment les cavités orbitaires avec des signes oculaires, la cavité orale avec des signes oropharyngés et même buccaux, et les cellules et les cavités de l'oreille. Comme le professeur Ngon l'a dit, c'est une pathologie qui est en nette augmentation du fait de la pollution atmosphérique qui ne fait que s'accentuer, de la tendance à l'urbanisation de nos villes et voire même de nos villages en Afrique qui nous oblige à avoir un style de vie qui est beaucoup plus tiré vers l'Occident. De ce fait, l'apparition de stress qui n'était pas une habitude chez nous en Afrique. Aujourd'hui, il faut remarquer une recrudescence du stress dans le comportement des Africains. La fréquence de cette pathologie fait qu'elle représente aujourd'hui un véritable challenge chez le généraliste, l'infirmier spécialiste oral et voire même l'infirmier diplômé d'État qui sera le premier recours du patient. Challenge pourquoi? Parce que cela va entraîner un véritable déficit financier, une diminution des performances scolaires de l'enfant et professionnelles du travailleur. Et cela va engendrer une augmentation du risque de développer un asthme. Ce challenge-là sera du point de vue diagnostique, thérapeutique et également du suivi du patient. Tous ces éléments font que cette pathologie aujourd'hui représente un véritable problème de santé publique. Il s'agit en fait d'un désordre nasal inflammatoire qui est médié par les immunoglobulines E, engendré par une sensibilité à des allergènes. Et dans la rhinite allergique, il s'agit surtout d'allergènes respiratoires, encore appelés aéroallergènes ou pneumoallergènes. La rhinite allergique est une véritable atopie, ce qui est différent des autres hypersensibilités. L'atopie est une hypersensibilité de type 1 qui sera marquée par une réaction rapide lors de la sensibilisation. Les cysts vont apparaître en moins d'1 heure. Mais pour survenir, il faut noter des facteurs qui vont intervenir dans la manifestation de cette maladie. Il s'agira de facteurs prédisposants individuels. À ce moment-là, on aura des familles d'allergiques et ce sera l'hérédité qui sera prise en compte. On peut avoir une génétique personnelle. Chez certains patients, il y a un gène qui s'appelle le LOCI-HLA qui va avoir un tropisme important pour l'allergie et l'atopie. Hormis ce facteur individuel-là, il existe des facteurs favorisants. Chez nous, en Afrique, il s'agit des facteurs climatiques et ce sont les périodes fraîches et pluvieuses qui vont être les zones où la rhinite allergique va le plus survenir. La pollution de notre environnement sera un facteur favorisant
de survenue de ces rhinites allergiques-là. Chez les patients qui présentent des infections respiratoires à répétition, ils auront tendance également à présenter des rhinites allergiques et il ne faut surtout pas oublier l'action du tabagisme en parlant du tabagisme passif, surtout chez la femme enceinte. Cela va sensibiliser la filière respiratoire de l'enfant. Mais pour survenir, il faut des facteurs déclenchants dans cette pathologie-là. Et les facteurs déclenchants les plus fréquents sont les aéroallergènes, encore appelés les pneumallergènes. Ces pneumallergènes-là sont de plusieurs types. On en a qui sont retrouvés dans la floraison. On parlera des pneumallergènes polliniques, qui sont en rapport avec les fleurs. Et ces pollens-là ont deux tendances à se déposer ou à migrer dans l'atmosphère. On aura des pollens anémophiles, c'est-à-dire qui seront transportés uniquement par le vent, lors des grandes périodes de vent, pendant l'harmattan, par exemple, ou des pollens entomophiles qui sont, eux, transportés par les insectes. Donc, ils peuvent être transportés même en dehors des périodes de grand vent. Hormis ces allergènes retrouvés dans les herbes, on a des allergènes qui sont, eux, non polliniques, retrouvés les plus fréquemment dans nos maisons. Il s'agit des acariens, des moisissures qui sont très fréquentes, surtout en Côte d'Ivoire, du fait de notre humidité, et des blattes. Il ne faut pas surtout oublier l'impact des allergènes domestiques. Les animaux domestiques qui sont les plus allergisants sont le chat et le chien. Donc, le patient qui a une tendance à faire des rhinites allergiques devra faire attention à s'accompagner de ces animaux-là, notamment du chat et du chien. Le milieu professionnel peut être incriminé dans la survenue de ces allergènes-là, notamment dans les usines où on fabrique la farine, dans les scieries de bois ou dans les usines de production de produits cosmétiques. Et j'en passe. D'autres allergènes ont été incriminés qui ne se retrouvent pas dans l'atmosphère, mais avant de les identifier comme étant des facteurs déclenchants de rhinite allergique, il faut faire très attention. Il s'agit de certains médicaments ou de certains agents bactériens, notamment le staphylocoque ou le streptocoque, car certaines rhinites non allergiques peuvent être dues à ces différents facteurs favorisants. On incrimine certains aliments, notamment les crustacés et l'arachide dans notre contexte ici, mais en vérité, il faut dire que lorsque un patient présente une rhinite allergique due à l'arachide, quand on fouille bien l'interrogatoire, on retrouve que dans l'enfance, ce sont des sujets qui ont eu l'utilisation de topiques à base d'huile d'arachide. Donc, il est très rare de retrouver des sujets présentant une rhinite allergique due à la consommation d'arachide si, dans l'enfance, les topiques n'ont pas été utilisés. À ce moment-là, ils vont présenter plutôt des allergies alimentaires digestives et non la rhinite allergique. Le mécanisme de cette pathologie nécessite deux phases. Donc, on va commencer par un premier contact, ensuite un deuxième contact. Le premier contact sera totalement asymptomatique. Il s'agit de la phase de sensibilisation des mastocytes et des basophiles par les immunoglobulines E qui, lorsque l'allergène rentre en contact avec la muqueuse nasale, ces immunoglobulines vont aller se fixer sur la barrière de ces différents mastocytes et basophiles et les sensibiliser. Lorsqu'on aura un deuxième contact, à ce moment-là, il va se manifester des signes cliniques. Ces signes surviennent de façon chronologique. On a l'étape précoce et une étape secondaire qui est tardive. L'étape précoce est due à la fixation de l'allergène sur les immunoglobulines qui étaient venues sensibiliser déjà le mastocyte. Lorsque l'allergène rentre en contact avec l'immunoglobuline, le mastocyte est activé et va entraîner la libération de son contenu qui est essentiellement de l'histamine. Et cela va entraîner également la cascade de réactions
tu fais, l'agresseur qui est l'allergène vient, entre en contact avec le mastocyte qui est sensibilisé, libération d'histamine va entraîner activation des récepteurs H1 qui se trouvent sur la barrière des vaisseaux. Ceci va entraîner une augmentation du volume de ces vaisseaux et augmentation, apport et apparition de l'œdème, de façon simple comme ça. C'est la phase de réaction immédiate ou précoce de l'allergie. Ensuite, il va y avoir une deuxième étape qui est, elle, un peu plus tardive, qui va être due à la libération des facteurs chimostatiques par les mastocytes et par les phospholipides membranaires. Tout ceci va entraîner un afflux de polynucléaires neutrophiles et monocytes au niveau de la barrière et entraîner toute cette cascade de signes, notamment l'hypersécrétion de la muqueuse, on aura la rhinorrhée, un œdème qui va entraîner une obstruction nasale et une stimulation sensitive qui va être responsable des prurites. Voici ainsi schématisé la physiopathologie de la rhinite allergique brièvement. Alors, après avoir vu de comment est-ce que cette maladie-là survient et quelle est sa prévalence, voyons maintenant comment faire son diagnostic. Le diagnostic sera basé sur un interrogatoire qui sera vraiment très minutieux, voire même policier. Il va commencer par rechercher des signes rhinologiques, principalement la triade symptomatique de la rhinite allergique. Il s'agit des éternuements en salve, souvent accompagnés d'un prurite endonasal, de la rhinorrhée et de l'obstruction nasale. Il faut également rechercher d'autres signes rhinologiques, notamment la modification de l'olfaction, des dysosmies, une asthénie, des céphalées, des larmoiements, une sensation même de pesanteur de la face. À côté de ces signes rhinologiques, il faut aller dans l'intimité du patient en recherchant s'il n'a pas déjà présenté un épisode de rhinite allergique et voir même si dans sa famille, il n'existe pas des sujets allergiques. On cherchera la notion d'allergie familiale. Après cette notion d'allergie familiale ou de prédisposition personnelle, on recherchera le retentissement de ces signes sur la vie du patient, notamment est-ce que son sommeil est perturbé, est-ce que cela perturbe ses loisirs, ses activités sportives ou voire même son travail. Après cela, nous allons rechercher des étapes importantes qui vont nous permettre de classifier cette rhinite allergique-là. Ça sera la présence de l'unité de temps dans la survenue des signes. On demandera au patient le nombre de crises dans l'année qu'il fait, le nombre de semaines par an qu'il présente cette rhinite allergique-là, le nombre de jours de la semaine. Est-ce que les signes surviennent la nuit, au réveil ou dans la soirée? Ou existe-t-il une notion d'apparition des signes en fonction d'une unité mère? Après cela, nous allons rechercher la notion de lieu. Est-ce que vous présentez ces signes au travail, à la maison ou en permanence, lorsque vous êtes dans la circulation ou dans la ville? L'unité d'action. Est-ce que ces signes sont associés à des troubles oculaires, des prurites oculaires, notamment même une conjonctivite? Est-ce qu'il a déjà présenté des épisodes d'asthme ou pas? À la fin de cet interrogatoire qui sera policier, nous allons classer cette rhinite allergique-là déjà, rien qu'à l'interrogatoire, avec des signes qui nous orientent véritablement vers la rhinite allergique et le retentissement sur sa vie, selon une association qui est l'ARIA, Allergic Rhinitis Impact of Asthma, ça veut dire la rhinite allergique et son impact sur l'asthme, qui est une association française et même actuellement américaine, qui, en fonction des nombres de jours et du retentissement de la rhinite sur le sujet, a classé la rhinite allergique en 4 stades. S'agit-il d'une rhinite intermittente ou une rhinite persistante? Est-ce qu'elle est légère ou est-ce qu'elle est modérée à sévère? Ainsi donc, on aura les rhinites intermittentes légères, les rhinites intermittentes modérées à sévères, les rhinites persistantes légères et les rhinites persistantes modérées à sévères.
À la fin de votre interrogatoire, vous devez être capable de classer déjà cette pathologie que vous suspectez de rhinite allergique. Après cela, il faut faire un examen physique minutieux du patient. Il y a un signe qui est très pathognomonique en oreille, il s'agit du salut nasal. Il est beaucoup plus franc sur le sujet de la peau claire, parce que nous allons voir cette rougeur du point du bout du nez, mais sur le mélanodème comme nous, il est marqué par un pli qui apparaît sur la région du dorsum du dos, non, du dorsum de la pyramide nasale. Alors, on fera un examen endoscopique des fosses nasales, c'est la rhinoscopie antérieure. Si vous avez la possibilité d'avoir un endoscope, vous utilisez cet endoscope-là, qui va vous permettre de retrouver cette rhinorrhée-là, qui peut être séreuse ou muqueuse, une hypertrophie des cornets, surtout du cornet inférieur, avec la muqueuse des fosses nasales qui sera toute blanche, voire même violacée dans certains cas. Et lorsque la pathologie est beaucoup plus chronique, on peut se retrouver avec cette dème polypoïde de la tête du cornet inférieur. Vous voyez sur cette image-là, ici en bas. L'examen clinique devra être complet. En faisant un examen de l'oropharynx, on pourra retrouver un écoulement postérieur qui peut avoir tous les aspects, séreux ou muqueux. La présence de formations lymphoïdes sur la paroi postérieure du pharynx et l'examen de la face pourra même retrouver ces traits bleutés en dessous des orbites ou même retrouver une conjonctivite ou une limboconjonctivite. Sur l'africain, vous allez avoir ce petit halo marron autour des yeux. Après cet examen clinique et cet interrogatoire policier, on peut réaliser certains examens. Vous pouvez faire des examens d'orientation, notamment la numération formule sanguine, qui, elle, je pense qu'elle n'est pas très contributive parce qu'elle est faite à la recherche d'une hypereosinophilie. Alors que si le sujet a pris des corticoïdes, vous n'allez pas retrouver cette hypereosinophilie-là. Donc, et même l'absence d'hypereosinophilie ne peut pas éliminer le diagnostic de rhinite allergique. On peut réaliser des dosages plasmatiques. Dans certains cas, il y a des praticiens qui réalisent un examen des crachats, des rhinorrhées et voire même des selles. Des cytologies nasales ont été réalisées dans certains cas, des tests de dégranulation. Mais en fait, l'important, c'est de regarder des examens spécifiques. L'examen réalisé en première intention est le test cutané allergique. Et chez nous, ici, nous réalisons le prick test. Le prick test, c'est quoi? Ça va consister à introduire un extrait allergénique purifié par voie percutanée et on va rechercher l'apparition d'une papule à l'endroit où nous avons injecté cet extrait allergénique-là. Aujourd'hui, lorsque l'extrait a un diamètre supérieur à 3 mm et qu'on a un témoin complètement négatif, alors on pourra considérer ce patient comme étant positif. Le deuxième examen qui est réalisé, mais dans certains cas, de façon spécifique, c'est le dosage des immunoglobulines E spécifiques. Cet examen-là, il doit être réalisé en cas de discordance entre l'allergène clinique suspecté et les tests cutanés. Lorsque vous suspectez un allergène, vous faites le test et qu'il est négatif, à ce moment-là, vous pouvez aller plus en profondeur en demandant le dosage des immunoglobulines E spécifiques. Il faut préciser qu'il s'agit d'un examen qui est assez coûteux. Il pourra être également réalisé lorsque la recherche de sensibilisation à un allergène est rare et qu'il n'existe pas de test cutané réalisable pour cet allergène-là. Et la troisième intention dans laquelle on peut être amené à réaliser le dosage des immunoglobulines E spécifiques est lorsque le test cutané il est irréalisable, notamment sur des sujets qui sont en permanence sur antihistaminiques, dont il est impossible d'arrêter ces antihistaminiques ou en présence d'une dermatose très étendue. Des tests de provocation nasale peuvent être réalisés, mais surtout en milieu professionnel. Cela nous permettra de réaliser le diagnostic de rhinite allergique d'origine professionnelle. Il est fait en déposant dans la fosse nasale des doses croissantes d'allergènes
et qu'on va surveiller. Dans certaines contrées, on préconise, on va jusqu'à réaliser même des biopsies de la muqueuse nasale pour les examiner. D'autres examens peuvent être réalisés à la recherche de complications, notamment de sinusite. On pourra réaliser la radio standard du crâne en incidence de Blondeau, aller même plus loin en réalisant une tomodensitométrie des sinus. Et en cas de troubles respiratoires, vous pouvez même être amené à réaliser une exploration fonctionnelle respiratoire. Alors, nous vous proposons comme arbre décisionnel devant toute rhinite allergique, après avoir réalisé un interrogatoire policier qui vous oriente fortement vers une rhinite allergique, il est conseillé de faire un test cutané qui est le PRIC-test. Si le test cutané est positif, vous pouvez confirmer la rhinite allergique. Si les tests cutanés sont négatifs, mais que vous avez une forte suspicion fonctionnelle et diagnostique à l'examen physique de la rhinite allergique, à ce moment-là, vous pouvez réaliser le dosage des immunoglobulines E spécifiques, ce qui vous permettra d'affirmer ou d'infirmer le diagnostic de rhinite allergique. Le troisième cas dans lequel vous serez amené à réaliser des examens un peu plus spécifiques, c'est si l'interrogatoire vous oriente fortement vers une rhinite allergique. Les résultats des tests cutanés et de l'immunoglobuline E spécifiques sont discordants. À ce moment-là, devant l'enjeu professionnel, où vous devez prendre une décision en milieu professionnel, vous pouvez être amené à réaliser le test de provocation nasale. Bien sûr, sur surveillance clinique, parce qu'on a remarqué beaucoup d'accidents qui surviennent au cours de ces tests de provocation. Après avoir fortement suspecté, il faut rapidement éliminer des pathologies qui imitent à s'y méprendre cette rhinite allergique-là. Il s'agit des rhinites hypereosinophiliques, non allergiques, c'est le NARES, la rhinite vasomotrice qui est d'origine neurovégétative, la rhinite médicamenteuse qui survient chez les patients qui ont utilisé des vasoconstricteurs au long cours, ou même la rhinite hormonale qui apparaît au cours de la ménopause ou chez la femme enceinte. Si vous avez éliminé ces différents diagnostics, vous maintenant pouvez penser à traiter votre patient. Comment se fera le traitement? Le but du traitement est principalement de supprimer l'exposition allergénique. Ensuite, d'améliorer le confort et la qualité de vie du patient. Et enfin, de prévenir les récidives. Les moyens préventifs seront essentiellement basés sur les mesures hygiéno-diététiques. Pour cela, il faut faire une véritable éducation du patient allergique en assurant une éviction allergénique. Donc, on lui demandera d'éviter dans son entourage les oiseaux, les chats et voire même les chiens. Il faudra supprimer les fleurs qui sont susceptibles de posséder du pollen de son environnement, donc du jardin. Éviter certains aliments tels que les anti-inflammatoires non stéroïdiens et l'aspirine et les différents aliments qui contiennent des allergènes, notamment, dans notre contexte ici, l'arachide. Et surtout, d'éviter et de nettoyer tous les acariens. Pour cela, il faut aérer et ventiler régulièrement les salles afin de lutter contre l'humidité. Il faut nettoyer et désinfecter la maison à base d'acaricides et de supprimer tous les nids de poussière. Après avoir assuré ces différentes mesures hygiéno-diététiques, nous pouvons être amenés à réaliser des traitements médicaux. Les traitements locaux, une bonne gamme de traitements locaux, on commencera par les plus simples. Elles seront physiologiques avec de l'eau de mer stérile, iso ou hypertonique. L'eau de mer hypertonique est utilisée surtout lorsque nous avons une obstruction nasale permanente, très gênante. Sinon, on utilisera de l'eau de mer stérile pour faire des lavages des fosses nasales. Cela permettra d'éliminer l'allergène qui sera déposé sur la muqueuse des fosses nasales. On propose l'utilisation des corticoïdes, la voie nasale, le gromoclicate, des antihistaminiques locaux, des antileucotriènes, des vasoconstricteurs en cas d'obstruction invalidante, et on peut même être amené à utiliser des antibiotiques et des antiseptiques en cas de surinfection.
Ce tableau, juste pour vous montrer l'action des deux principales molécules qui agissent sur les signes fonctionnels de la rhinite allergique. Vous avez les antihistaminiques qui ont une très bonne action sur le prurite nasal. Ils agissent également très bien sur les éternuements, la rhinorrhée, l'obstruction nasale. Les corticoïdes par voie nasale ont une très bonne action sur l'éternuement, la rhinorrhée et l'obstruction, sont moins efficaces sur le prurite et sur le larmoiement. On peut être amené à utiliser des corticoïdes par voie générale dans les formes sévères de rhinite allergique sur une courte durée. Mais il faut dire qu'aujourd'hui, il n'existe pas une codification universelle de l'utilisation de ces corticoïdes-là dans la rhinite allergique. Dans notre contexte ici, nous proposons, même si cela n'est pas universel, l'utilisation des corticoïdes à la dose de 0,8 à 1 mg par kilo en une prise unique par jour, en allant sur un maximum de 3 à 5 jours, c'est-à-dire une corticothérapie forte et courte. Les antihistaminiques par voie générale sont utilisés. Il faut dire aujourd'hui, devant la rhinite allergique, il est fortement déconseillé d'utiliser les antihistaminiques de première génération, car l'objectif est d'améliorer la qualité de vie du patient et de le rendre plus performant. Alors que les antihistaminiques de première génération ont un effet sédatif qui est très prononcé. Donc, pas conseillé dans la rhinite allergique. Ce qui est véritablement conseillé aujourd'hui, il s'agit des antihistaminiques de deuxième génération, tels que la méquitazine, qui existe sur toutes ses formes. Nous l'avons en forme de sirop, en forme de comprimé pour les grands enfants ou de 10 mg pour le grand enfant. Vous avez toutes les autres gammes d'antihistaminiques qui sont également utilisées dans la rhinite allergique. La corticothérapie intranasale a une très bonne action dans la rhinite allergique. Vous avez toutes ces variétés de corticoïdes par voie nasale et aujourd'hui, on a même des sprays de propionate, de fupronate, de corticoïdes par voie orale. L'ARIA propose comme thérapeutique, en fonction du stade, toutes ces molécules-là. Vous pouvez constater que les antihistaminiques non sédatifs sont autorisés à tous les stades de la rhinite allergique, que ce soit la rhinite légère intermittente à la rhinite sévère persistante. Les antihistaminiques, selon l'ARIA, sont recommandés. Après ces traitements et ces mesures génodiététiques, nous recommandons de faire un mouchage fréquent. La photothérapie a été préconisée dans certaines régions. Ici, en Afrique, nous déconseillons la photothérapie. On peut être amené à réaliser des traitements chirurgicaux devant l'obstruction nasale qui est invalidante. À ce moment-là, nous allons réaliser des tubinectomies. C'est quoi? C'est-à-dire diminuer la taille des cornées. On peut faire par voie chirurgicale ou en réalisant simplement une cautérisation du cornet inférieur. Et dans certains cas, on peut être amené à réaliser une chirurgie. Actuellement, la chirurgie des fosses nasales et des sinus sont celle qui est autorisée et qui est la plus maîtrisée ou bien la meilleure pour le patient, c'est la chirurgie endoscopique. On peut être amené à réaliser notamment une myototomie moyennant chez ces patients présentant des complications de rhinite allergique. L'hyposensibilisation spécifique, encore appelée l'immunothérapie spécifique, est préconisée chez des patients chez qui la rhinite est invalidante. L'objectif sera de modifier l'évolution de la rhinite allergique pour obtenir une disparition ou simplement une rémission plus ou moins complète de la pathologie. Elle se fait comment? Nous allons administrer des petites doses de substances allergéniques par voie subcutanée ou par voie nasale ou sublinguale progressivement aux patients pendant une certaine période afin d'entraîner une sensibilisation. La psychothérapie est réalisée chez les patients qui présentent un terrible trouble de la vie du fait de ces signes-là et des thérapies actuellement utilisées en Europe ou dans les pays du Nord ciblées sont le mépolizumab ou le benralizumab. Il faut reconnaître que ces thérapies ciblées ne sont pas encore utilisées dans notre contexte ici, dans la rhinite allergique. Enfin, pour terminer, nous disons que la rhinite allergique, qui est une maladie qui pose un véritable problème de santé publique, a des conséquences sur la qualité de vie du patient et des répercussions sur sa vie quotidienne.
Sa prise en charge doit être très minutieuse et doit bénéficier d'une surveillance qui doit être faite afin d'éviter l'automédication qui ne ferait qu'aggraver sa pathologie et améliorer le confort du patient. Nous vous remercions pour votre participation à ce webinaire organisé par le laboratoire Pierre Fabre, que nous tenons encore à remercier pour cette invitation.